Bonsoir à tous. Bon, je vous souhaite la bienvenue. Je suis content de voir que nous sommes assez nombreux ce soir. Faites comme moi, éteignez les portables. Voilà, ce que vous allez entendre est donc une encre fraîche, des encres fraîches. C'est le résultat de 10 semaines de travail, d'un atelier, de la fabrique des traducteurs. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, mais d'autres peut-être pas. Alors je vais quand même raconter en 2-3 mots de quoi il s'agit. C'est un atelier de professionnalisation qui s'adresse à des jeunes professionnels traduisant dans un sens et dans l'autre du français au polonais, du polonais au français. Cet atelier réunit 6 personnes qui sont sélectionnées sur projet et qui pendant 10 semaines vont être accompagnées à la fois par leurs collègues qui traduisent dans l'autre sens sous la forme d'un tutorat horizontal et également par des traducteurs expérimentés qui vont leur apporter leur regard, leur éclairage sur les travaux qu'ils font. Ces traducteurs expérimentés, ils ont été 5 dans cet atelier. Il était prévu qu'ils soient 6, mais bon voilà, il y a eu un problème de santé, donc ils étaient 5. Il y avait pour commencer Jacek Giszczak et Laurence Dièvre. Et puis Laurence Dièvre a été rejointe par Tomasz Swoboda. Et dans cette dernière période, ça a été Véronique Pat et Anna Wasiliewska, qu'ils soient remerciés ici. Je crois qu'ils ont vraiment fait un très bon travail. Et ce travail s'est terminé par une semaine de préparation, enfin 4-5 jours de préparation pour ce que vous allez voir. Et cette préparation a été mise en voie par Dominique Léandry. Voilà, ça va durer à 1 heure, un peu plus, peut-être 1h10, je ne sais pas très bien. Le propos, ce n'est pas voilà, un travail d'acteurs à proprement parler qu'ils ont fait, c'est plutôt un travail d'adresse à vous. Ils vont se présenter en tant que traducteurs et présenter les textes sur lesquels ils ont travaillé. Je crois que c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir. Le reste, ils vont le dire eux-mêmes. Donc je vous souhaite une très belle soirée et à tout à l'heure. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Bonsoir, dobry wieczór. Je m'appelle Krzysztof Umiński. Je vais vous raconter une histoire d'un amour et d'un désamour. En 2010, après la fin de mes études, je suis parti en voyage. J'étais censé devenir un cuisinier sur une île Naxos en Grèce. C'était un long trajet à travers Slovaquie, Hongrie, Serbie, Bosnie, encore Serbie, Kosovo et Macédoine. Et j'ai décidé de le faire avec mon meilleur ami. On s'est donné un rendez-vous à Sarajevo devant la synagogue. Et un jour donné, j'y arrive, je le vois de loin, et il lit un livre. Et je vois que ce livre est trop grand. Le livre est pavé comme ça, alors que son sac à dos est tout petit. Et je vois qu'il n'y aura pas assez de place pour la nourriture et l'eau. Alors ce sera à moi de tout porter. Je m'approche et je regarde la couverture et ça me dit rien. Je ne connais pas ni l'auteur ni le titre. Pourtant, il me dit que c'est très bon. Et on continue notre voyage jusqu'à Pirée, où on se sépare. 1 an après, j'étais de retour à Varsovie, à ma ville natale. Et un jour, j'ai reçu un colis, et dans ce colis, il y avait un livre, et le livre était dédicacé. T'aimes les Français, t'aimes la littérature, je ne vois pas quel plus beau cadeau je pourrais te faire. Belle du Seigneur est un merveilleux roman. Je te souhaite de l'aimer aussi fort que je l'aime. Ton ami, Emmanuel, à Paris le 1er octobre 2011. Donc, Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Je ne sais pas si vous connaissez Albert Cohen. Rassurez-vous, ce n'est pas Belle du Seigneur que j'ai traduit. J'y ai pensé, mais je me suis aperçu qu'une traduction polonaise existait déjà. J'étais ébloui par ces romans. Ceux qui
qui ont lu savent sûrement pourquoi. Et sinon, je vais bientôt lire un extrait d'un autre livre de Cohen. Voilà. En fait, mon amour pour Cohen, mon enchantement durait plus de temps que mon attachement au métier de traducteur littéraire. À l'époque, je traduisais déjà. J'étais, je crois, sur mon 3e ou 2e livre. Et ça a continué encore quelques ans. Et donc j'ai traduit, je sais plus, j'ai traduit 6 livres, des français et de l'anglais, et pas mal de films aussi, à un moment où je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus traduire, ça ne me donnait aucun plaisir, je ne pouvais même pas lire ni regarder un texte écrit. Et à ce moment, je me suis dit, ça y est, je me barre, je vais faire une autre chose. Et je suis parti faire un voyage. Et c'est con, mais en fait, je me disais, bon, je peux plus lire, je peux plus traduire. Et dès que j'arrive à Bruxelles, je vais chez un bouquiniste et là, je chope un livre d'Albert Cohen. Et je l'adore. Et encore une fois, c'était traduit déjà en polonais, donc pas besoin pour moi de le faire. Bon, je continue mes voyages et finalement, je retourne à Varsovie. Je commence à faire un autre métier. Et au bout de quelques mois, je suis parti pour une semaine de vacances à Marseille. Et là, vous devinez bien, je suis allé chez un bouquiniste et j'ai trouvé encore un livre d'Albert Cohen. Ô vous, frères humains, c'est le titre. Et c'est le livre avec lequel j'ai postulé pour la fabrique de traducteurs. J'étais accepté, et me voici à Arles, traduisant mon auteur préféré, Albert Cohen. Il est né à la fin du 19e siècle à Corfou, une île grecque, mais à l'âge de 5 ans, il est venu avec sa famille, avec ses parents à Marseille. Il a grandi à Marseille, et la langue française est devenue la sienne, et il a écrit tous ses livres en français. Ô vous, frères humains, voilà, Cohen est connu surtout pour ses romans, dont Belle du Seigneur est celui le plus connu. Pourtant, Ô vous, frères humains, c'est son récit autobiographique où il raconte un épisode de son enfance à Marseille, un épisode qui a marqué toute sa vie. Excusez-moi, je vais boire un peu. Owego 16 dnia sierpnia, o godzinie 2:05, po wyjściu ze szkoły, gdzie odbywały się wakacyjne zajęcia dla matematycznych osłów, zobaczyłem zbiegowisko. En ce 16e jour du mois d'août, à 3h05 de l'après-midi, sortant du lycée où j'étais allé suivre un cours de vacances pour cancre en arithmétique, j'ai vu un attroupement. À l'affût de m'intéresser et de jouir de la vie, de ma vie qui venait de commencer, je m'approchais. C'était un camelot qui, devant sa table pliante, démontrait avec feu les mérites de son détacheur universel. Fort animé, et me forgeant déjà 1000 félicités des connaissances nouvelles, je me faufilais au premier rang pour m'y entendre et admirer les blonds camelots aux fines moustaches. J'étais très fort en admiration en ces temps de mon enfance. Oh, comme j'étais heureux d'écouter ces séducteurs, de rire avec les badauds, de participer, d'en être. À chaque plaisanterie du cher camelot, si spirituel, je regardais mes voisins pour rencontrer leurs yeux, pour me réjouir avec eux, pour communier. Oh, comme il parlait bien, et comme je l'admirais, et combien le merveilleux langage français était plaisant au petit étranger débarqué à 5 ans de son île grecque et qui les parlait encore si mal. Extasié, physiquement charmé, j'écoutais l'enchanteur, je le contemplais avec foi, une foi de petit chien, je croyais en lui, je l'aimais. Ainsi étais-je, ainsi étaient ces petits crétins en boucles noires, aux longs cils recourbés. Quand, avec son bâton de miracle, le magicien faisait disparaître une tache, je regardais de nouveau mes voisins pour m'assurer qu'ils appréciaient, pour savourer leur admiration, pour être en union d'émerveillement. J'étais heureux, je souriais au camelot, j'étais fier de lui, fier de sa compétence, fier de son accent parisien,
Je l'aimais. J'avais 3 francs dans ma poche, cadeau de ma mère en ce jour anniversaire, et j'ai décidé d'en consacrer la moitié à l'achat de 3 batons de détacheur. Miałem w kieszeni 3 franki, urodzinowy prezent od matki, i postanowiłem połowę przeznaczyć na zakup 3 laseczek odplamiacza. Ainsi les camelots m'estimeraient, me trouveraient intéressant, et je pourrais rester longtemps à l'écouter du droit d'un client sérieux. Et puis maman serait si contente. Jamais plus de tâches. A mama jak się ucieszy. Koniec z plamami. Le cœur battant, tout ému de l'important achat qui allait me valoir la considération des badauds à l'amitié du camelot, j'ai mis la main dans la poche de mon costume marin pour en sortir la grande somme, et j'aspirais largement pour avoir le courage de m'avancer et de réclamer les 3 bâtons. Mais alors, rencontrant mon sourire tendre de 10 ans, sourire d'amour, le camelot s'arrêta de discourir et de frotter, scruta silencieusement mon visage, sourit à son tour, et j'eus peur. Son sourire venait de découvrir 2 longues canines, et un paquet de sang massivement afflua sous ma poitrine, à hauteur de sternum, avec le choc d'un coup contre ma gorge. Sous son regard bleu pâle et son index tendu qui me désignait, je transpirais, et de panique, j'humectais mes lèvres. A ty to parchem jesteś, co? Odezwał się do mnie blond kramarz o cienkich wąsikach, którego poszedłem posłać z wiarą i tkliwością po wyjściu ze szkoły. Brudnym żydziakiem, co? Na pysku masz to wypisane. Nie jesz świniny, co? Bo świnie się nie zjadają między sobą. Kutwa z ciebie, co? Na pysku masz to wypisane. Dukatami się opychasz, co? Bardziej ci smakują niż cukierki, co? Jeszcze jeden niedorobiony Francuz się znalazł, co? Na morzie masz to wypisane. Brudny Żyd z ciebie. Un sale juif. Hein? Ton père est de la finance internationale, hein? Tu viens manger le pain de français, hein? Proszę Państwa, przedstawiam Wam koleżkę Dreyfusa, mały sról czystej krwi, klika bez napletka, wypisze malo i skrócony gdzie trzeba. Ja to ich od razu poznaję, ma się to sokole oko, proszę jakogo. Eh bien nous, on n'aime pas les juifs par ici. C'est une sale race. C'est tous des vendus à l'Allemagne. Vous voyez Dreyfus, c'est tous des traîtres. C'est tous des salauds, des sangsues du pauvre monde. Ça roule sur l'or et ça fume des gros cigares pendant que nous, on se met la ceinture. Pas vrai, messieurs, dames? Tu peux filer. On t'a assez vu, t'es pas chez toi ici, c'est pas dans ton pays ici. Tu n'as rien à faire chez nous. Allez, file, débarrasse un peu les planchers. Va un peu voir à Jérusalem si j'y suis. Ainsi me dit le camelot, dont je m'étais approché avec foi et tendresse en ce jour de mes 10 ans, d'avance ravi d'écouter le gentil langage français dont j'étais enthousiaste, crétinement d'avance ravi d'acheter les 3 bâtons de détacheur universel pour me faire bien voir du camelot, pour lui plaire, pour en être estimé, pour m'en faire aimer, pour avoir le droit de rester, pour en être, pour participer à la merveilleuse communion, pour aimer et être aimé. Oh honte, encore à l'heure où j'écris, et c'est un aveu qui m'écoute. Je fis un regard suppliant à mon bourreau qui me déshonorait. J'essayais de fabriquer un sourire pour l'apitoyer, un sourire tremblant, un sourire malade, uśmiech chory, uśmiech słabeusza, un sourire juif, trop doux et qui voulait désarmer par sa féminité et sa tendresse. Un pauvre sourire d'immédiate réaction apeureux, et que je tentais ensuite de transformer et de faire plaisanter un complice, genre « Oui, c'est une bonne plaisanterie, mais je sais que ce n'est pas sérieux et que vous voulez rire et qu'en réalité on est de bons amis. » Un espoir fou d'un enfant sans défense et tout seul. Il va avoir pitié et il me dira que c'était pour rire.
Mais mon bourreau fit un plus pitoyable. Je revois son sourire carnassier aux longues canines, rictus de jouissance. Je revois son doigt tendu qui m'ordonnait de filer tandis que les badauds s'écartaient avec des rires approbateurs pour laisser passer les petits lépreux expulsés. Et j'obéis, la tête baissée, j'obéis et je partis, solitaire entre les deux rangs de la petite foule rigolarde, gardant mon lamentable sourire nerveux, tâchant de le rendre effronté, un sourire d'offense et d'humiliation. Quelques minutes auparavant, je m'étais avancé vers la table du camel avec un sourire d'enfant, et je partais maintenant avec un sourire de bossu. Je m'étais avancé en offrant les roses de mon cœur, et on m'avait jeté au visage, à mon visage confiant et neuf, un paquet d'immondices. Bien, ça ne va pas être facile de reprendre après tant d'émotions. Bonsoir, je m'appelle Nathalie Lemarchand et je fais mes premiers pas dans la traduction littéraire avec Guguwe et je vais vous raconter comment je suis arrivée jusqu'à ce roman polonais écrit par Violetta Grzegorzewska. En fait, ça a commencé quand j'étais toute petite. J'étais très intriguée par l'accent polonais de ma grand-mère. Elle parlait français, mais sa langue maternelle, c'était le polonais. Et un jour, je suis arrivée chez elle, je devais avoir à peu près 5 ans, et je suis arrivée avec une petite feuille de papier sur laquelle j'avais soigneusement écrit l'alphabet, en prenant bien soin de laisser de la place sous chaque lettre. Et je lui ai tendu ce morceau de papier en lui demandant de m'écrire le code pour le polonais. J'imaginais que pour parler et comprendre une langue étrangère, il suffisait d'inverser les lettres de l'alphabet et que le tour était joué. Évidemment, elle n'a pas compris ce que je lui demandais, donc je lui ai réexpliqué plusieurs fois calmement, mais rien n'y a fait, elle n'a pas compris et elle n'a jamais voulu me donner le code. Donc je suis repartie ce jour-là déçue et on n'a plus jamais reparlé du code. Et 8 ans plus tard, elle est morte et j'ai gardé ce mystère dans un coin de ma tête. Et un jour, je me suis lancée, je suis allée, d'abord par curiosité, à un cours de polonais à la fac de Caen. Je me souviens, c'était le début de l'automne, il commençait à faire froid et c'était dans une salle de cours qui n'était pas chauffée. Et en plus, c'était au 5e étage, sans ascenseur, parce que le polonais, il faut bien le dire, ça n'attirait pas les foules. Et le prof s'appelait Paweł et il avait le même accent que ma grand-mère. Et ça, c'était magique parce que ça faisait 7 ans que je n'avais pas entendu cet accent. Donc j'ai décidé de rester et d'apprendre le code. Et donc ça a mis évidemment un petit peu plus de temps que prévu. Mais j'ai persévéré et donc j'ai continué à apprendre le polonais à Caen, à Lille, à Paris. Puis j'ai commencé aussi à me rendre régulièrement en Pologne. Et l'an dernier, j'étais à Varsovie pour finir mon master de polonais et je suis tombée sur Guguwe. Donc c'est un roman écrit par Violetta Grzegorzewska. Violetta Grzegorzewska, elle a 40 ans et avant d'écrire ce roman, elle a surtout écrit de la poésie. Guguwe, c'est son premier roman. Alors, Guguwe, déjà le titre que j'ai traduit par Les fruits encore verts, donc Guguwe, c'est un mot, un régionalisme de Silésie qui sert à désigner les fruits qui ne sont pas encore arrivés à complète maturité. Et Violetta Grzegorzewska a choisi ce titre comme métaphore du flottement permanent entre l'enfance et l'âge adulte, puisque dans ce roman, elle raconte ses souvenirs d'enfance dans les années 80 dans un petit village de Silésie qui s'appelle Hektare.
Et la voix de la fillette et celle de l'adulte s'entremêlent et ça donne un texte plein de poésie avec un sens de l'humour et un sens du détail qui sont absolument savoureux. Et Violetta, la petite héroïne, se retrouve très souvent dans des situations où elle doit faire face à des mystères parce qu'elle ne comprend pas encore très bien, même pas du tout, le monde des adultes et tous ses codes. Et je vais donc vous lire un extrait du 5e chapitre qui s'intitule « La petite fille aux peintures » et vous allez voir que dans ce chapitre, ce n'est pas une mince affaire pour Violetta que de décoder le contexte politique ubuesque de son pays. Un jour, je remarquai dans la vitrine du foyer de l'école l'annonce d'un concours d'art plastique. Le thème en était « Moscou à travers tes yeux ». La date limite, fin octobre 1983. Je ne pouvais pas ne pas y participer. En janvier de la même année, la Voïvodie avait lancé un concours « Les dangers dans ta ferme » que j'avais gagné. J'avais dessiné un dorifort sortant d'une bouteille de Coca-Cola. Personne ne m'avait cru, pourtant j'avais vraiment vu mon grand-père capturer un dorifort à l'aide d'une bouteille de Coca-Cola. Le jury, à l'échelle de la Voïvodie, avait considéré que mon dessin représentait d'une manière profondément métaphorique la croisade du dorifort impérialiste. Si mon père ne s'était pas vanté d'être le cousin éloigné d'un tzigane Sinti, mon œuvre aurait peut-être été imprimée sur les timbres. L'affaire s'était tout de même très bien terminée pour moi. Maman cessa de m'emmener au catéchisme le soir dans la maisonnette près de la forêt et les organisateurs du concours m'offrirent un sac à dos et une boîte de bonbons. Forte de ce premier succès, je décidai de participer au nouveau concours intitulé cette année « Moscou à travers tes yeux ». Je ne savais pas à quoi ressemblait la capitale du pays des soviets et les photos floues de mon manuel de russe ne m'étaient pas d'un grand secours. Heureusement, Madame Vallot, l'institutrice responsable du club d'art plastique, put m'apporter des cartes postales en couleur du Kremlin et de la cathédrale de Saint-Basile le Bienheureux. Sur la table recouverte de journaux, je peignis un panorama de Moscou jusqu'à ce que l'électricité soit coupée à 2 heures du matin. Le lendemain, à l'école, lors de la grande récréation, je laissai mon cartable par terre. Le grand Vitek s'assit dessus et l'encre des cartouches de mon stylo à plumes, rangée dans le même compartiment que le dessin du concours, se répandit partout. Je blêmis. Je pouvais faire une croix sur mon projet. Dans les toilettes, j'étalai l'encre sur la feuille avec un mouchoir. La capitale de l'URSS avait l'air d'avoir été engloutie par un océan visqueux bleu indigo. Je posai le dessin devant le poêle pour le faire sécher. À la récréation suivante, je glissai mon travail dans une enveloppe grise et la remis à Madame Vallot. Sans même jeter un coup d'œil au contenu, elle y apposa le tampon avec l'emblème de l'école primaire de Voïssovice et courut à la poste. Un mois plus tard, un homme étrange se présenta à l'école. Chez lui, tout jurait. Son visage doux encadré par des oreilles pointues, son pull à col roulé noir sous sa veste claire, son pantalon à plis avec ses chaussures couvertes de boue. Il se rendit directement dans le bureau de la directrice, où je fus convoqué. « Rogalouvna !» J'accourus, ravi, car je pensais que j'avais gagné encore une fois le prix. À travers les volutes de fumée de cigarettes, j'aperçus le visage en pleurs de Madame Vallot. Mon dessin de Moscou était posé sur le bureau. La directrice fit sortir de la pièce l'enseignante dans tous ses états. Wiesz, drogie dziecko, me dit l'inconnu quand tous furent sortis du bureau. Przyjechałam tutaj specjalnie aż z województwa, żeby nagrodzić twoją pracę. J'imaginais qu'il allait me remettre de nouvelles peintures à l'huile et des tablettes de chocolat au lait et aux amandes Vedel ou des pralines. Cette idée me fit saliver et il sortit effectivement de sa serviette une tablette de chocolat. Il défit lentement le papier argenté.
L'arôme velouté du cacao se répandit dans le bureau. Poczęstuj się. Il me mit sous le nez la tablette qu'il venait de déballer. Je pris 3 carrés. Mon ventre gargouillait car je n'avais pas déjeuné ce matin-là. Byłaś kiedyś w Moskwie, Wiolu? Non. Le chocolat fondait délicieusement dans ma bouche. Więc kto ci podsunął ten ciekawy pomysł? Może rodzice? Albo opiekunka koła plastycznego? Jakiej tam? Madame Valo? On ne dit pas c'est Kiki, pensais-je. C'est moi qui ai imaginé Moscou comme ça, monsieur. J'avais décidé de taire l'incident avec le grand Vitek, l'encre et le cartable. A czemu tak katastroficznie? Comment? Ponuro jest. Czemu? Parce que je soupirais et me souvins du visage en pleurs de Madame Valo. Je n'avais pas confiance en cet homme, mais j'attrapais un autre carré de chocolat. Jeśli powiesz, kto podsunął ci ten pomysł, organizatorzy konkursu zafundują ci wycieczkę do Moskwy. Co ty na to? Pomyśl tylko. Zobaczysz Kreml. Il me lança un regard rusé et sourit, montrant ainsi ses dents tordues. Cette conversation m'épuisait. Je commençais à ne plus tenir en place. Le chocolat me donnait mal au cœur. En plus, l'homme ne cessait d'aller et venir dans le bureau et continuait à marmonner. Quand il me mit le dessin sous le nez, quelqu'un frappa à la porte. Une tête ébouriffée surgit dans le bureau. Szefie, mam złą wiadomość. Przysięgam, poszedłem tylko na chwilkę do kibelka. Wracam, a tu 2 opony przebite. Nie przeszkadzaj mi teraz. Przecież wiesz, co robić. Zawsze przebijają. Załóż zapasowe. Tak jest, się robi. La tête disparut et moi, je me sentais de plus en plus mal. Les questions qui, alors, qui, quand, pourquoi me sifflaient aux oreilles. Je m'effondrai sur le bureau et j'aperçus le reflet de mon visage pâle sur sa surface brillante. Une mouche s'était posée sur le dessin. Dans les recoins les plus sombres de la place rouge, elle se promenait librement sur la tour Spassky inondée d'encre. Je sentis mon estomac se contracter. Un vomi brunâtre vint recouvrir la partie claire de la ville. Je ne me souviens pas exactement de ce qui se passa ensuite. W ciągu następnych tygodni dyrektorka zlikwidowała w szkole kółko plastyczne, a ja nie brałam już udziału w żadnych konkursach malarskich. Quant à moi, je renonçais définitivement au concours de dessin. Bonsoir, je m'appelle Kamil Barbarski et je suis né à Przasnysz. Oui, vous avez bien entendu, Przasnysz, P-R-Z-A-S-N-Y-S-Z. Voilà, c'est une ville qui représente rien pour ma famille. Tout simplement, mon père y a fait son service militaire. Personne ne l'avait connu avant, personne n'y a remis les pieds par la suite. Mais voilà, ma mère lui avait rendu visite. J'ai eu 2 semaines d'avance et ça y est. Cette ville, avec ses 7 consonnes, va me hanter toute ma vie, spécialement en France, où elle est devenue un vrai cauchemar pour les administrations et mes employeurs. Voilà, quand je suis arrivé en France, en 5e, je ne connaissais du français que les mots tels que chien, chat, coq, poule ou dindon. Je savais conjuguer être et avoir au présent et je savais chanter Frère Jacques en phonétique sans comprendre les paroles. Toutes des choses très utiles quand on veut s'intégrer en 5e dans un collège de banlieue parisienne. Voilà, c'est donc assez étonnant aujourd'hui de savoir que c'est vers le français que je traduis, que l'écriture dans cette langue est devenue plus naturelle pour moi qu'en polonais. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé la littérature, c'est pourquoi je me suis tout naturellement orienté vers des études d'ingénieur en microélectronique. Voilà, un métier dans lequel j'ai travaillé plus de 7 ans, qui m'a beaucoup donné, la possibilité de voyager, mes meilleurs amis. Pourtant, un jour, j'ai senti qu'il fallait que je change, qu'au lieu de réfléchir à la manière d'intégrer
une troisième caméra sur le smartphone des adolescents d'aujourd'hui. Il fallait que je réfléchisse à la manière de rendre d'une manière le plus juste possible la voix d'une adolescente d'il y a 70 ans emprisonnée au ghetto de Łódź, par exemple. Je suis donc devenu traducteur littéraire. J'ai d'abord traduit des romans policiers de Zygmunt Miłoszewski, un roman historique de Bartłomiej Richter, et puis le journal de Rivka Lipschitz. Morphine, le roman avec lequel je suis venu ici à Arles pour la fabrique des traducteurs, et donc le 5e ouvrage sur lequel je travaille. C'est un roman de Szczepan Twardo qui est né en 79, mais qui a pourtant déjà beaucoup écrit, plus d'une dizaine d'ouvrages, recueils de nouvelles, romans. Son action se passe en 1939 à Varsovie, peu après la capitulation polonaise. On y suit Konstanty Willeman, c'est un dandy d'avant-guerre, un riche bourgeois, un morphinomane, un homme à femme, quelqu'un qui fait énormément la fête, qui veut juste profiter de la vie, et puis soudain, la Deuxième Guerre mondiale va perturber un peu ses choix de vie. Et il devra choisir entre continuer à faire la fête et son devoir envers sa patrie. Pour moi, c'est surtout le roman d'une Pologne disparue, une Pologne ancien régime en quelque sorte, qui avait encore sa structure hiérarchisée avec ses élites industrielles, aristocratiques, qui va se réveiller en 1945, détruite, brutalement amputée de sa composante juive, et puis sans ses élites donc aristocratiques ou industrielles. Voilà. Strzelcy maszerują, zaciągnę się. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Par l'escalier, vers le haut, et je m'immobilisais devant la porte derrière laquelle on attendait mon paquet. Je frappais 3 fois, une pause, puis 4 fois. La lumière inondait la cage d'escalier. Après quelques minutes, la porte s'ouvrit, tel un passage vers un autre monde, et je vis 2 yeux dans l'obscurité. Je ne devais pas avoir fière allure, étant esquinté, détrempé, un brin ensanglanté. Quoi, que voulez-vous? Me demanda l'obscurité. J'hésitais. J'ai apporté un paquet. Mon gars, nous n'avons besoin d'aucun paquet par ici. Me répondit l'obscurité aux yeux clairs, une réponse catégorique et brusque. Est-ce bien l'appartement de Madame Łubiańska? Demandai-je, décontenancé. En quoi ça vous regarde, mon gars? Allez-vous-en. M'ordonna l'obscurité d'une voix sonore, tonitruante presque. Et puis, de cette obscurité aux yeux clairs s'écoula un chuchotement, à peine ventriloque, à peine prononcé par des lèvres humaines. Les mots de passe, monsieur. Oui, je me rappelais, bien sûr, la résistance. Mot de passe, mot de ralliement. Quel mot de passe? Ma tête est pleine de violence. J'ai giflé Salomé, j'ai torturé Toumanovic. On m'a tiré dessus. Mot de passe, mot de passe, mot de passe. Je suis un dragon. La forme spirituelle de notre protoculture fut préservée de la manière la plus pure dans les épopées de l'Inde ancienne. Tais-toi, mère. L'obscurité se tait. Monsieur Kazimierz, Konstanty, Monsieur Kazimierz, tu m'entends? Je demande, ébloui, est-ce que Monsieur Kazimierz est là? Mais bien sûr, je vous en prie. L'obscurité disparaît. Elle se part de lumière. Invité, j'entre. Witkowski. Je serrai sa main molle et, avant que j'aie eu le temps de lui donner mon véritable nom, Witkowski commença à parler. Je vous donne mon véritable nom. C'est contraire aux règles de la résistance. Vous n'avez pas à vous présenter. Mon gars, je sais tout déjà. On appelle l'ingénieur par ici, et vous ferez de même. Et mon vrai patronyme, je vous le donne pour que vous puissiez vous construire une confiance sur la foi des recommandations des personnes qui me connaissent depuis l'avant-guerre. Madame Teresa, bien sûr, mais les autres aussi. Quoi qu'il en soit, cher monsieur, les Allemands et les Soviets
On va te les parfaire, on ne se laissera pas faire. Ah oui, dis-je aigrement, Oui, oui, mon cher monsieur Villeman. dit-il en se promenant dans la chambre d'un pas souple, les mains dans le dos. Je connais bien ce pas souple et ses mains dans le dos. Quelqu'un a décidé un jour que tout officier fringant devrait se déplacer de cette manière-là. Je soupçonne un Anglais d'en avoir eu l'idée, car ce sont encore eux les plus enclins à inventer des modèles pareils, dont ils empoisonnent ensuite l'Europe entière. Comme ils l'ont déjà empoisonné avec le mot gentleman, le golf ou le flegme anglais, ou encore avec les vestes en tweed, comme la mienne. Et ce qu'un Anglais invente, les Allemands le copient avec une sotte dévotion. Un petit peuple qui s'est tellement amouraché des Anglais qu'il pourrait être considéré, via un édit spécial des rois d'Angleterre, allemands après tout, comme des Anglais d'honneur. Les Polonais ont à leur tour imité les Allemands. Ces façons d'être anglaises que je copie moi-même d'ailleurs, tous mes tweeds, mes tennis, mes automobilismes et mes dandismes et mes footballs. Quand je les découvre dans le miroir, la mâchoire rasée de près, les cheveux en pommade, elles ne me choquent pas. Mais quand je vois cette démarche fringante, chaque officier de mon régiment marchait de cette manière-là, Xek en particulier. Il était capable d'aller au cabinet de ce pas souple et fringant, ou d'avancer ainsi sous la mitraille allemande. Je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui. Et il marche pareil, ce Witkowski, mais ça saute aux yeux. Si jamais c'est un officier, alors au mieux de réserve, comme moi. Un civil, en somme. Les Allemands et les Soviets, on va se le faire. Nous organisons des réseaux. Nous allons transmettre à nos alliés des informations depuis les lignes arrière de l'ennemi. J'ai un paquet pour vous. Ah oui, c'est vrai, les paquets, une broutille. Donnez-le-moi, mon gars. Bon, je vais y aller. C'est hors de question. Asseyez-vous, nous avons tant à discuter. Je m'assis docilement. Pourquoi me suis-je donc rassis docilement? Parce que la voix de Witkowski résonna comme celle de ta mère, mon petit Constantin. Tu es incapable de résister à une telle voix. Tu le sais aussi bien que moi je le sais, mon adoré. D'abord, il parla de lui. Maintenant, il organise à Varsovie, et qui peut le recommander, un tel, il sort sans cesse de nouveaux noms de sa manche. J'en connais certains, d'autres pas. Il énumère des trucs, les directives du renseignement, les agents de liaison, les agendas, les bolcheviks, Berlin et le plus important, Budapest. Budapest, cher monsieur, c'est le plus important. Et il parlait, les Allemands, les Soviétiques, les Anglais, comme on nageait entre deux eaux, mais je ne l'écoutais pas, je rêvassais. Et voilà de quoi nous aurons l'air une fois que nous aurons gagné la guerre. On portera des dots purs, des longues bottes, une veste en cuir et un os-col selon un modèle que j'ai déjà commandé. Ça sera notre uniforme, celui des espions. Je me demande, il est donc fou? Jakby wyczuł moją wątpliwość, opowiadał dalej. O tym, jak rozesłał grupy, co broń zbierają. Nad Bzurą i pod Kockiem leży jeszcze karabinów i wszystkiego po lasach, więc zbierają, konserwują, zakopują. Będzie na strzelanie do Niemca, jak czas nadejdzie. Na polowym lotnisku samolot znaleźli, rozebrali i schowali w stodole. A jakże? A jakże? Kontakty z policją polską i niemiecką są bardzo dobre. Wszystko super. Szczególnie o kontakty z Niemcami dbają, bo bez tego ani rusz. Je dois vous quitter, vous m'excuserez, dis-je en m'inclinant comme si je partais après avoir pris le thé. J'étais ravi de faire votre connaissance. Monsieur Constanty, je voudrais que vous travailliez avec moi pour la Pologne. La Pologne n'est plus, monsieur Witkowski, et je voudrais tout simplement rentrer chez moi. T'as bien répondu, mon Constantin, avec force, comme un homme. Mais j'ai besoin de vous. La Pologne a besoin de vous, monsieur. Tiens. Cette forme trop familière, selon moi, a soudainement disparu. Il ne dit plus « a besoin de vous, mon gars », mais « a besoin de vous, monsieur ». Il faut continuer dans cette voie. Vous parlez allemand comme un Allemand de naissance. Vous avez d'origine allemande. Nous pourrions continuer dans cette voie. Savez-vous que votre oncle, le comte Stragwitz, dirige un bataillon de tanks dans la première division blindée allemande? Je n'en savais rien. Nous n'avons pas gardé contact. D'accord, mais qu'est-ce que ça change, monsieur Witkowski? Veuillez ne jamais utiliser mon nom dans une conversation, je vous prie. Il se tait. Il m'a réprimandé comme un grimaud. Je lui demande donc, sur un ton glacial, « Comment voulez-vous que je m'adresse à vous dans ce cas ?» Ingénieur, tout simplement, je vous l'ai déjà dit. Vous n'avez pas besoin de me vous voyez. D'ailleurs, vous savez ce qu'on en dit dans la rue?
que ces messieurs qu'on vous voit ont tous fui la Pologne avant la défaite. Et il éclata d'un rire fort, communicatif, puissant. J'éclatais de rire moi aussi, mais je ne me soumettrai pas. Peu m'importe les conspirations, les abominations, des lignes allemandes, la pénétration. J'ai apporté un paquet et voilà, c'est fini, c'est fini. Le fait que mon oncle soit un officier allemand n'a aucune importance. Je suis polonais, je ne porte même pas le nom de mon père. L'Allemagne ne m'intéresse pas. Veuillez m'excuser. Bien sûr que vous êtes polonais, monsieur Constante. Vous êtes même plus polonais que moi ou que quiconque parce que vous n'étiez pas obligé d'être polonais. Vous l'êtes devenu. C'est une fumisterie, mon petit Constante. Tu le sais fort bien. Tu étais obligé d'être un Polonais. Plus encore que de sang ou d'autres choses, tu devais être Polonais parce que telle était la volonté de ta mère. C'est sa volonté qui t'a modelé, qui a coulé tes tissus mous dans le moule de la polonité et t'a cuit au four. Et maintenant, tu es figé en polonais, brûlé comme une brique. C'est sa volonté qui en est la cause. Il pleuvait sur le lycée Notre-Dame du Nil. Depuis combien de jours, de semaines? Od ilu dni, ilu tygodni? On ne comptait plus. Comme au premier ou au dernier jour du monde, montagnes et nuages n'étaient plus qu'un seul chaos grondant. La pluie ruisselait sur le visage de Notre-Dame du Nil, délavant son masque de négritude. Deszcz spływał po obliczu Marii Panny Nilu, zmywając murzyńską maskę. La présumée source du Nil avait submergé la margelle du bassin en un torrent fougueux. Les passants sur la piste. Au Rwanda, il y a toujours des passants sur la piste. On ne saura jamais d'où ils viennent, ni où ils vont. Ils s'abritaient sous de grandes feuilles de bananier qu'une mince pellicule d'eau changeait en miroir vert. Ludzie idący ścieżką, w Rwandzie zawsze ktoś idzie ścieżką, choć nie wiadomo dokąd zmierza i skąd przybywa. Chowali się pod wielkimi liśćmi bananowca, które strumyki ściekającej wody zamieniały w zielone lustra. La pluie, pendant de longs mois, c'est la souveraine du Rwanda, bien plus que le roi d'autrefois ou le président d'aujourd'hui. La pluie, c'est celle qu'on attend, qu'on implore, celle qui décidera de la disette ou de l'abondance, qui sera le bon présage d'un mariage fécond. La première pluie au bout de la saison sèche qui fait danser les enfants, qui tendent leur visage vers le ciel pour accueillir les grosses gouttes tant désirées. La pluie impudique qui met à nu sous leurs pagnes mouillés les formes indécises des toutes jeunes filles, la maîtresse violente, vétilleuse, capricieuse, celle qui crépite sur tous les toits de tôle, ceux cachés sous la bananeraie comme ceux des quartiers bourbeux de la capitale, celle qui a jeté son filet sur le lac, a effacé la démesure des volcans, qui règne sur les immenses forêts du Congo qui sont les entrailles de l'Afrique. La pluie sans fin, Deszcz bez jusqu'à końca, l'océan aż qui po ocean, z l'engendre. którego się zrodził. Peut-être qu'il pleut comme ça sur la terre entière, dit Modesta. Peut-être qu'il va continuer à pleuvoir, que la pluie ne cessera jamais. Peut-être que c'est à nouveau le déluge du temps de Noé. Imaginez les filles, dit Gloriosa. Et si c'était le déluge, bientôt, il n'y aurait plus que nous sur la terre. Le lycée est bien trop haut pour être noyé. Il serait comme l'arche. Nous serions seuls sur la terre. A kiedy woda opadnie, bo kiedyś przecież musi opaść, to my będziemy musiały na nowo zaludnić ziemię. Ale nie będzie już chłopców, więc jak to zrobimy? Spytała Frida. Biali nauczyciele wyjadą i utopią się u siebie, a ja nie chcę ani brata Oxila, ani ojca Hermenegilda. Et quand l'eau se retirerait, car elle se retirera bien un jour, ce serait à nous de repeupler la terre. Mais s'il n'y a plus de garçons, comment on fera? Demanda Frida. Les professeurs blancs, il y a longtemps qu'ils seront repartis se noyer chez eux, et moi, le frère Auxil ou le père Herménégilde, je n'en veux pas. Et puis, au Rwanda, il y a les Abavubi, les faiseurs de pluie, dit Véronica. Ce sont eux qui commandent la pluie. Ils la font venir ou ils l'arrêtent. Mais peut-être qu'ils ne savent plus comment l'arrêter. Ou alors ils se vengent des missionnaires qui se moquent d'eux et les dénoncent à la commune. Et tu y crois, toi, aux Abavubi? Je sais pas, mais j'en connais une vieille femme. Je suis allée la voir avec Immaculée. Elle habite tout près d'ici. Opowiadaj, raconte-nous. Un dimanche, après la messe, Immaculée m'a dit « Je veux aller voir Kagabo, le guérisseur, celui qui vend de drôles de médicaments au marché. J'ai un peu peur d'aller le trouver toute seule. Tu veux venir avec moi ?» Bien sûr, j'étais curieuse.
et de savoir ce qu'elle avait à faire avec le sorcier que le cerf tienne pour le lieutenant du diable. Kagabo, au marché, vous connaissez? Devant lui, sur un morceau de mat, il expose des marchandises plutôt inquiétantes. Mais il y en a peut-être qui me diront à quoi ça peut servir, ces racines aux formes bizarres, toutes ces herbes, Te wszystkie zioła, ces feuilles séchées, suszone liście et les petits coquillages qui viennent de très loin, de la mer, i małe muszelki pochodzące z daleka, z morza, les perles de verre comme les colliers que portaient nos grands-mères, szklane perełki jak te z naszyjników naszych babek, des peaux de serval, skóry serwali, de serpents, węży, de lézards, jaszczurek, de petites houes, małe motyczki, de pointes de flèches, groty strzał, des grelots, dzwoneczki, des bracelets de fil de cuivre, bransoletki z miedzianego drutu, des poudres enveloppées dans des paquets d'écorce de bananier, je sais pas quoi encore. proszek zawinięty w paczuszki skory bananowca i Bóg wie co jeszcze. On s'est approché de Kagabo. On tremblait un peu. Co mogę dla was zrobić, moje piękne panny, mes belles demoiselles? Immaculée a dit, tout bas, très vite, Kagabo, j'ai besoin de toi. Voilà, écoute-moi, j'ai un prétendant dans la capitale. J'ai peur qu'il s'intéresse à d'autres filles, qu'il m'abandonne. Donne-moi quelque chose pour que je garde mon amoureux, qu'il ne pense plus qu'à moi, qu'il ne voit aucune autre fille, que pour lui il n'existe qu'une seule fille au monde. Je ne veux pas voir une autre fille sur sa moto. Kagabo a répondu. Zajmuję się chorobami. Jestem uzdrowicielem. Historie miłosne to nie moja rzecz. Ale znam kogoś, kto może to załatwić. Nyamirongi, zaklinaczka deszczu. Elle ne s'intéresse pas qu'aux nuages. Si tu me donnes 100 francs, dimanche prochain, je t'y conduirai. Tu peux venir avec ta copine. Mais alors, elle donne 100 francs, elle aussi. Tu viens à la fin du marché. On ira chez Nyamirongi. Nous sommes entrés en nous baissant dans la hutte, et on a aperçu le visage d'une vieille femme, ridée, fripée comme un maracuja desséché, mais ses yeux brillaient comme des tisons. Nyamirongi, puisque c'était elle, nous a demandé nos noms. Elle a bien ri quand Immaculée lui a dit qu'elle s'appelait Mukagatare. Mukagatare. Tu n'es peut-être pas encore celle de la pureté, mais cela viendra un jour. Elle a demandé qui étaient nos parents et nos grands-parents. Elle a réfléchi un instant, sa petite tête entre ses mains qui m'ont paru très grandes. Puis, elle a récité le nom de nos ancêtres, même ceux que nos parents ne devaient pas connaître. Vous n'êtes pas de très bonne famille, mais aujourd'hui, on dit que ça n'a plus d'importance. Alors, Kagabo me dit que c'est toi qui veux me voir. Immaculée lui expliqua qu'elle avait un amoureux dans la capitale, mais qu'elle avait entendu dire, des amis le lui avaient écrit, qu'elle avait vu son prétendant avec d'autres filles sur sa moto. Elle voulait que Nyamirongi empêche ça, que son amoureux n'aille pas avec d'autres filles, qu'il ne soit que pour elle. Bon, je peux arranger ça, mais dis-moi, tu as couché avec ton amoureux? Oh non, jamais. Il t'a caressé les seins au moins? Oui, un peu. Et le reste aussi? Un peu. Bon, je vois. Je vais t'arranger ça. Nyamirongi a fouillé dans une série de calebasses et de poteries qui étaient entassées autour d'elle. Elle en a retiré des graines qu'elle examinait longuement, et on a choisi quelques-unes qu'elle a disposées dans un petit mortier. Elle a réduit en poudre les graines sélectionnées, elle a craché dessus, tout en marmonnant des paroles inaudibles, et on a fait une sorte de pâte qu'elle a enveloppée dans un morceau de feuille de bananier, comme de la pâte de manioc. Tiens, prends ça, tu vas écrire à ton amoureux. Tu es au lycée, tu sais écrire. À présent, même les femmes savent écrire. D'ici 3 jours, la pâte sera sèche. Tu en feras de la poudre et tu en mettras dans ta lettre. Mais avant, n'oublie pas, tu t'en frotteras les seins et les restes. Lorsque ton prétendant ouvrira ta lettre, il respirera la poudre et je te le promets, tu garderas ton amoureux pour toi toute seule. Il n'ira plus avec d'autres filles. Donne-moi 500 francs, et il n'ira plus que toi. Il ne pensera qu'à toi, tu le tiendras comme un prisonnier. Parole de Nyamirongi, fille di Kitatire. Mais quand même, il faut que tu te laisses caresser. Toutes, tu m'entends? Toutes. Elle a repris sa pipe, et on a tiré 3 bouffées. Et toi? Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu veux de moi? On m'a dit que tu commandais à la pluie. Je veux voir comment tu fais. Tu es trop curieuse. Nie zamawiam deszczu. Ja z nim rozmawiam, a on mi odpowiada. Zawsze wiem, gdzie się znajduje
jeśli prosi, żeby przyszedł lub odszedł, a on też tego chce, robi to, o co proszę. Wy, młodzi, chodzicie do szkoły, do Abba Padrich i nic już nie wiecie. C'était un extrait du roman d'une écrivaine franco-rwandaise, Scholastique Mukasonga, intitulé Notre-Dame du Nil. C'est un livre qui a eu le prix Renaudot en 2012 et qui raconte l'histoire des jeunes filles au lycée au Rwanda dans les années 70. Ce qui est intéressant dans ces livres, c'est la manière de montrer les prémices des génocides qui arrivera 20 ans plus tard. Ce qui m'a touché dans ces livres quand je l'ai lu pour la première fois, c'était des manières de montrer les atrocités, la violence qui commence, comme c'est les Hutus qui prennent le pouvoir et il commence son agression envers les Tutsis qui deviennent minoritaires, que l'auteur, c'est une femme, elle écrit le monde de femmes, ou même, on peut dire, le monde des jeunes filles. Donc on retrouve ces très jeunes filles de 14-15 ans qui se soudainement retrouvent dans les scènes de violence, des querelles brutales, et c'est comme ça que leur vie commence à ce monde. Je m'appelle Ania Biłos, je suis varsovienne, très attachée à ma ville natale où j'ai étudié des études tchèques et françaises. Pendant des années, j'ai traduit des textes spécialisés pour le boîte des produits de beauté et des produits de sport, mais j'ai jamais osé de me lancer dans la traduction littéraire. Je me suis dit, en tout cas en Pologne, il y a beaucoup de très bons traducteurs, donc je ne vais jamais arriver à les faire. J'ai passé une année de mes études à l'INALCO à Paris, mais j'ai jamais pensé de rester en France. Et pourtant, il y a 6 ans, on m'a proposé, j'ai gagné un concours de lectrice de polonais à l'étranger, et c'est Lyon qui est devenu ma destination. C'est là-bas aussi que j'ai retrouvé l'homme de ma vie, donc la vie s'organise comme ça. Et aujourd'hui, j'habite à Paris, Varsovie, Cracovie. Et décembre dernier, on a publié en Pologne les premiers livres que j'ai traduits. C'était Pourquoi la psychanalyse d'Elisabeth Rudinesco. C'est pas encore un roman, mais je commence déjà. À Lyon aussi, j'ai trouvé justement ce livre de Scholastique Mukasonga chez Gilbert Joseph. Et c'est comme ça que, un peu par hasard, j'ai découvert cette auteure française, mais d'origine rwandaise, et qui, dans ses œuvres, parle toujours du Rwanda, du génocide, ou, comme c'est un seul et unique roman de Scholastique Mukasonga, qui nous présente justement les prémices du génocide et pas ce qui s'est passé dans les années 80. Merci Christophe. Bonsoir. Après ce voyage au Rwanda, je vais vous emmener en Méditerranée. Je m'appelle Małgorzata Brzeska, Margot ou Gosia. La langue française, elle est venue vers moi par la musique. En tout début, les premiers mots en français, je les ai appris avec des chansons de Louise Attaque. Je les chantonnais, je les répétais, mais je n'y comprenais strictement rien. Allez, viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voulais comprendre. Donc, j'ai continué la langue française. J'ai commencé à apprendre. Mes mots préférés en français, au début, c'était coccinelle et papillon. Ça n'a pas changé. Après, je suis allée étudier à Varsovie la langue française et la littérature et les relations internationales. Ensuite, j'ai séjourné à Paris, où j'ai découvert la littérature maghrébine. En 2010, j'ai décidé de venir m'installer en France, dans le Lot, en Midi-Pyrénées, et c'est à Cahors où je suis aujourd'hui formatrice d'adultes
J'enseigne le français langue étrangère aux personnes qui, comme moi il y a quelques années encore, ne comprennent rien aux chansons de Louise Attaque. En dehors de mon activité professionnelle, je fais du chant polyphonique du monde, ce qui m'apporte beaucoup de choses, le partage, les rencontres, et ce qui me fait voyager aussi parce que je peux parler des langues que je ne comprends même pas, le corse, le basque, l'albanais, le serbe, etc. La traduction littéraire. Ça faisait longtemps que j'en avais envie, mais je n'ai jamais osé auparavant. Je me disais, c'est peut-être pas pour moi, je ne suis pas assez prête, je ne suis pas assez mûre, j'attendais le bon moment, mais je n'ai jamais abandonné cette idée. Et puis quand l'appel à candidature de la Fabrique des traducteurs est tombé, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, il faut tenter. Et cette chance m'a été donnée. Mais il a fallu choisir un livre à traduire. Sans hésitation, je me suis tournée vers la littérature maghrébine. Mais quel auteur traduire? Dib, Djemai, Khatibi, il y avait tellement de noms qu'il fallait faire entendre en Pologne. Mais la réponse est venue assez vite. C'était une voix féminine que j'avais envie de traduire. Donc, Asia Djebar. Cette écrivaine et cinéaste algérienne, universitaire, formatrice historienne de formation et membre d'Académie française. Elle est auteure d'une vingtaine de livres traduits dans le monde entier, mais elle n'est pas encore vraiment connue en Pologne. Vaste est la prison qui m'écrase. D'où me viendras-tu, délivrance? Par cette complainte berbère commence le roman que j'ai choisi à traduire. Vaste est la prison. Bezkresne jest więzienie. Dans ce livre, Asia Djebar parle d'une prison multiple. Pour elle, il s'agit d'un côté d'un amour impossible dont elle parle, de la prison des interdits de la société algérienne qui emprisonnent les femmes, d'une certaine manière, des conséquences de l'époque coloniale, aussi de la violence de l'Algérie des années 90. Cette prison dont elle parle, c'est aussi celle de la langue, car elle écrit en français alors que ce n'est pas sa langue maternelle. Quand la Fabrique a commencé, on me posait la question, est-ce que tu es en contact avec ton auteur? Moi, je disais non, pas du tout, pas encore, j'ose pas, j'en suis pas encore là, je commence, je débute. Peut-être un jour, je lui poserai des questions, j'essaierai de la contacter, je pourrais lui dire comme ça à quel point j'adorais ces livres, que j'avais envie de les traduire en polonais, que sa langue me touchait, que je la trouvais unique et pleine de poésie. Mais je ne pourrais plus lui dire tout cela, car quand j'étais ici, à Arles, le 6 février 2015, Asia Djebar est décédée, à l'âge de 78 ans. Elle est partie entre la page 106 et 107, quand la grand-mère de la narratrice, gisant sur son lit de mort, posait la question « Qu'est-ce qu'un homme ?» Et en regardant les jeunes filles dont elle ne verra jamais le jour de noces, elle disait « C'est quelqu'un dont on ne voit jamais le dos. » J'ai appris cette nouvelle à la radio, sur mon chemin de retour, quand j'ai enfin choisi ma robe de mariée. Et le temps s'est arrêté, un vide d'un coup, et pourtant je me disais, je ne l'ai jamais rencontrée, je n'ai pas connu cette femme, je n'ai même pas entendu le son de sa voix. Et c'était comme si quelqu'un de très proche était parti, une amie, une confidente, peut-être une grand-mère qui me racontait sa vie. Et puis cette question, est-ce que je vais pouvoir continuer ma traduction ? Maintenant, quand il ne reste plus que les mots qu'elle a laissés. Est-ce que je vais pouvoir assumer la responsabilité, non plus celle de traduire un auteur qui est vivant, qui peut toujours nous aiguiller, nous aider, non plus celle de traduire un auteur décédé depuis longtemps, qui appartenait à notre univers. Non, un auteur qui décède entre deux pages. Mais je suis encore là. Je n'ai pas abandonné. Et cette voix de la grand-mère, je crois l'entendre encore plus fort maintenant,
Et j'ai envie de faire entendre cette voix en Pologne. À l'époque, je restais encore la petite fille de ma grand-mère, morte alors depuis une quinzaine d'années. Kim jest mężczyzna? Qu'est-ce qu'un homme? S'exclamait sa voix rude, un peu caverneuse vers la fin et conrouée par intermittence des quintes de toux. Les dames de la ville, les petites filles et les fillettes attendaient qu'elle retrouvât respiration et débit régulier. Allongée sur ce qui fut dès lors sa couche de maladie, puis d'agonie, elle respirait, un râle qui, vers la fin, se libérait. Elle nous dévisageait, l'une après l'autre. Et avec une amertume indicible, mais aussi une fierté indéniable, comme si sur tout son parcours mouvementé, elle avait eu, elle, ce rare privilège, elle seule de notre cité ancienne, elle seule n'ayant après tout rencontré que des hommes. Kim jest mężczyzna? Qu'est-ce qu'un homme? Répétait-elle, puis, après un souffle rauque qui la déchirait plus que ses toux spasmodiques, elle déclarait: To ktoś, czyich pleców nigdy nie widać. Quelqu'un dont on ne voit pas le dos. Puis, elle reprenait, dévisageant surtout les petites filles dont elle ne verrait jamais le jour des noces. Ktoś, czyich pleców nigdy nie widzi nieprzyjaciel. Quelqu'un dont l'ennemi ne voit jamais le dos. Ainsi, gisant à presque 40 ans comme une adolescente vulnérable et honteusement énamourée, je n'arrêtais pas d'entendre ma grand-mère ainsi haleter devant moi, avec entêtement me harceler 15 ans après. Może to fatum? Może na tym ziemskim padole my, kobiety, choć wiemy, kim powinien być mężczyzna, może na tym polega nasze przekleństwo? Nie spotykamy już mężczyzn. Peut-être est-ce la fatalité? Peut-être que sur cette terre, nous, les femmes qui savons ce que doit être un homme, peut-être est-ce cela notre malédiction présente? Ne plus rencontrer d'hommes. Elle me parlait. Elle disait nous, puisqu'elle se continuait en moi, puisqu'elle vivait ma défaite. Or moi, je tentais de me dépêtrer d'elle, de me libérer non plus de l'époux au masque de mélodrame, mais au moins de l'aïeul, viril, amer et viril. Et je voulais lui rétorquer. Tu dis, nie spotykamy już mężczyzn, to nasz los. Nie mamy już do czynienia z mężczyznami. Notre lot présent, ne plus rencontrer d'hommes, ne plus avoir affaire à des hommes. Moi, ce n'est pas là mon affaire. Moi, j'aime et je me suis crue non pas coupable, mais malade. Non point parce qu'il y avait l'époux dont il me fallait m'écarter, dont en fait je découvrais que je m'étais depuis longtemps écartée. Non, j'ai cru aimer et que ce fut une étrange maladie. On był taki młody, w każdym razie młodszy ode mnie, jakby młodszy brat albo kuzyn ze strony matki, którego poznałam za późno. Il était si jeune, enfin plus jeune que moi, une sorte de jeune frère ou cousin de ma lignée maternelle dont l'existence je découvrais trop tard. Or, c'est celui-ci, l'aimer en silence, dont j'ai vu en plein drame le dos.
J'essaye, à cause de toi et grâce à toi, de m'extraire de la scène, peut-être aussi de me libérer du charme. Pomóż mi, babciu, aide-moi, grand-mère, mais pas par ton amertume ni ta sévérité, non, move do mnie, parle-moi. Avoue-moi tes passions de jeune fille, tes émois, fût-ce le deuxième époux ou le troisième, et mon grand-mère que tu as aimé chaque nuit? Mon grand-père, je le sais depuis toujours, personne n'a vu son dos, ni dans le combat, ni dans quelque affrontement, sinon le meurtrier qui le fusilla par derrière le jour où l'aïeul l'invitait dans son verger, lui servait de ses mains chaque plat du repas d'hôte qu'il offrait. Le dos de mon grand-père de 40 ans, dans le verger. Le meurtrier visant droit, puis disparaissant à jamais. Qui est pour moi le meurtrier? Tirant dans le dos de mon espoir, de ma passion muette. Est-ce aujourd'hui le regard, mon regard, qui n'en finit pas de voir la fuite du jeune homme, pas tout à fait homme? Est-ce de cette longueur-là, sinon de ton amertume, que je dois guérir, ô aïeul, toi, dont le visage est couché au fond de la terre, là où un jour j'espère te rejoindre, alors qu'en fait, je cherche désespérément l'amant auprès de qui, certes, faire l'amour des nuits et des nuits, mais surtout, mais en fin de compte, mourir auprès de lui, avant ou après lui, le rejoindre en terre, jaisir en lui éternellement. Ô aïeul, au visage enfui en terre, et que plus probablement je rejoindrai, faute de cet amour final, de cette passion jusqu'à la mort que je quête, car il n'y a pas d'isote en islam, car il y a que jouissance dans l'instant, dans le présent éphémère, car la mort musulmane est, quoi qu'on dise, masculine, car mourir, comme l'aïeul, et comme tant d'autres femmes qui d'instinct, à travers leur combat et leur misère, savent reconnaître l'homme, les hommes dont on ne voit jamais le dos. Toutes ces femmes, les seules vivantes jusqu'à l'instant de la mort, deviennent, en islam, mortes des hommes. En ce sens, la mort en islam est masculine. En ce sens, l'amour, parce que célébré seulement en jouissance sensuelle, disparaît dès les premiers pas dansés de la mort annoncée. Féminine, d'ailleurs, est cette approche première à la sakina, c'est-à-dire la sérénité pleine et pure. Mais après cette introduction légère, tel un souffle de femme, la mort se saisit des vifs et des vivantes, pour les plonger, égaux, et soudain tous masculins dans les abysses des âmes soumises à Dieu. Certes, oui, la mort musulmane, ô aïeul, est masculine. Or, moi, je veux aimer encore au dernier soupir. Or, moi, je veux, même emporter sur la planche au-dessus des épaules des porteurs funèbres, je veux me sentir aller vers l'autre, aimer encore l'autre dans ma pourriture et mes cendres. Je veux dormir, je veux mourir entre les bras de l'autre, l'autre cadavre, qui me précédera ou qui me suivra, qui m'accueillera. Je veux. Merci. On reste en Méditerranée. Je voudrais vous emmener en Grèce, au pays des dieux. Je m'appelle Agata Rempkowska et je suis enseignante à l'université de Wrocław. Mon aventure avec la traduction a commencé par hasard. Quand quelqu'un m'a demandé de traduire quelques essais de Georges Perec. Mais à vrai dire, il m'a fallu après 4 ou 5 ans pour prendre une décision réfléchie, pour m'engager véritablement, personnellement dans la traduction. Et c'est mon travail quotidien qui m'a beaucoup aidé, car il consiste justement à observer le travail des autres,
J'examine la traduction, je vois ce que ça donne, j'examine les effets, la nature, tout le processus. Et donc, comme ça, j'ai ressenti le besoin de m'engager moi-même, d'être actrice et non plus seulement la spectatrice de la traduction. Et la fabrique des traducteurs m'a donné cette chance. C'est ici, à Arles, que j'ai connu le côté humain de ce que certains scientifiques appellent toujours une opération linguistique qui consiste en transformer un texte dans une langue A en texte dans une langue B. J'ai choisi Jacques Lacarrière, amoureux de la Grèce, qu'il décrit dans ses nombreux ouvrages, et je me suis lancée dans la traduction de l'été grec, qui est à la fois un carnet de voyage, un essai, et un poème en prose. Et l'auteur décrit son voyage en Grèce qu'il effectue pour la première fois avec sa troupe de théâtre antique de la Sorbonne. Et il nous invite à découvrir le monde antique de la Grèce, la mythologie, la tragédie grecque qui résonne toujours dans la conscience européenne, n'est-ce pas? Et la Grèce contemporaine, la Grèce des années 50 et 60, donc la Grèce du temps de la guerre civile. Et si j'ai choisi ce livre, c'est aussi parce que rendre le style de Jacques Lacarrière est un véritable défi. Et moi, personnellement, j'adore les défis. Enfant, j'ai souvent rêvé de la Grèce. Mais les premières images formulables surgirent au lycée, quand débutèrent les cours de grec ancien. L'école primaire avait été surtout l'école de la nature. Les leçons de choses vous faisaient vivre au rythme des saisons. On apportait des têtards à la fin du printemps, des hannetons au mois de juin, des pommes en automne. Ce qui m'a le plus frappé dès que j'ai connu le lycée, ce fut le sentiment d'entrer dans un univers où les saisons n'existaient plus. On y enseignait des matières intemporelles, comme les mathématiques, le latin et le grec. Le latin, surtout, me donna cette impression de langue hors du temps, plus encore que le grec. Sans doute parce que ses mots, son alphabet, son esprit trop familier ou trop proche des nôtres en faisaient un monde parallèle et désuet, comme ses cousins éloignés dont on oublie sans cesse l'existence bien qu'ils fassent partie de la famille. Le grec, au contraire, m'introduisit d'emblée au cœur d'un autre monde. Par son alphabet tout d'abord, les dessins mystérieux de ses lettres, dont certains m'apparaissaient comme des hiéroglyphes chargés d'énigmes. L'oméga. Serrure magique ouvrant sur des chambres secrètes. Le psy. Trident surgit de la mer Égée, tout ruisselant d'algues et d'écume. Le thêta. Bouclier, dur et mat, orné de figures héraldiques. Le xi, escalier ou labyrinthe menant vers le ciel ou les profondeurs de la terre. Plus tard, s'ajouta la découverte de la mythologie, monde fantastique où tout prenait le contre-pied des règles quotidiennes. En dépit des voiles,
des symboles plus ou moins obscurs qui masquaient l'arc-en-ciel des légendes, je devinais un univers sexualisé dont le code et les processus m'échappaient. Zeus surtout m'intriguait. Ce prodigieux donjon céleste qui séduisait indistinctement déesses, nymphes et mortels et prenait pour se faire les apparences les plus inattendues. Taureau, pluie d'or ou cygne. Je me souviens très bien que ce premier cas, les amours de Zeus, Cygne et de Leda, alimenta longtemps les conversations du jeudi. Comment un cygne peut-il séduire une femme? Par où? Avec quoi? Il y avait aussi Artémis, déjà en mini-jupe, les cheveux dans le vent et le sein découvert. Aphrodite jaillissant des vagues, une main sur son sexe d'écume. Athéna pensive de la stèle du céramique. Athéna, ma déesse préférée, ma fiancée secrète, que je trouvais la plus belle malgré son harnachement guerrier, sa cuirasse et sa lance. Ce qui alors nous intriguait profondément, mes camarades et moi, c'est que le sexe n'apparaissait jamais normalement dans ces mythes. Ou ces dames étaient farouchement vierges comme Artémis et Athéna, et alors malheur à qui les approchait, ou elles étaient férocement femelles comme Aphrodite, et alors malheur à qui les ignorait. Jak to się stało, że Ministerstwo Oświaty, którego jedynym celem było wówczas, jak się wydaje, czuwanie nad moralnością uczniaków, włączyło te olimpijskie ekscesy, nieprzerwane spółkowania do szkolnego programu nauczania greki? Wtedy właśnie zrozumiałem, czy raczej intuicyjnie poczułem, że to dzięki mitom powstają obrazy, które rządzą później całym naszym życiem. Dzięki nim, za ich pośrednictwem zrodziły się we mnie pierwsze obrazy miłości, pierwsza wizja świata bezwzględnie piętnowana przez rodzinę i społeczeństwo. Niektóre z tych mitów, niezależnie od piękna czy pozornego absurdu opowieści, podsuwały wyjątkowo obrazoburczą strawę duchową. Zeus i Dionizos, Artemida, Atena i Afrodyta. Oto moi ówcześni mistrzowie, mistrzynie i kochanki. Odkrycie greckich mitów jest w tym wieku mimowolnym wyważeniem zakazanych drzwi, niewinnym pogwałceniem dorosłego świata, przeczuciem, że za szarymi murami liceum istnieje ziemia barwy, lazuru i krwi, Grecja, o której nieustannie marzyłem. Comment des inspecteurs d'académie, dont l'unique occupation semblait être alors de veiller au moral de leurs troupes d'élèves, ont-ils pu inscrire ces délires olympiens, ces fornications forcenées au programme de classe de grec? C'est alors que j'ai compris, ou plutôt que j'ai senti confusément, l'importance des mythes dans la formation des images qui gouvernent nos vies. Par eux, à travers eux, s'éveillèrent en moi les premières visions de l'amour, la première révélation d'un monde férocement proscrit par la famille et par la société. Certains de ces mythes proposaient même, derrière la beauté ou l'absurdité apparente des récits, la plus subversive des nourritures spirituelles. Zeus, Dionysos, Artémis, Athéna, Aphrodite, voilà qui furent alors mes maîtres et mes maîtresses. Découvrir les mythes grecs à cet âge, c'est forcer malgré soi les portes des interdits, violer innocemment le monde adulte, pressentir au-delà des murs gris des lycées l'existence d'une terre d'azur et de sang, la Grèce, que je rêvais intensément de rencontrer.